Banfora, fin prête pour les festivités du 11 décembre. La salle polyvalente, les logements sociaux, les voiries urbaines, la place de la Nation, désormais ouvert au public. Les populations des Cascades, en attendant ce jour, optent pour la valorisation de la cohésion sociale avec celle de la cité de Santa. Nous serons également de la partie pour Nyangoloko en fête. 16 jours d'activisme pour un non aux violences basées sur le genre. La communauté humanitaire mondiale se mobilise, avec elle celle du Burkina. La sensibilisation se fait intense pour un message qui se veut pédagogique. Premier auditoire, les déplacés de Kaya. Nous développons l'information dans quelques instants. La répression après la sensibilisation descente en force pour la police municipale de Bobo à la traque des conducteurs indélicats de taxi, utilisateurs de gaz butane. 100 véhicules saisis, c'est la moisson. Nous serons également sur le terrain pour un constat. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur est l'invité de cette édition. Paul Robert Tiendrebego, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous revenons à vous dans un instant. Et c'est à Banfora que nous plantons le décor de cette édition. Le ministre d'État, Simeon Sawadogo, hier pour l'inauguration de quelques infrastructures du 11 décembre. La preuve que la ville se dit prête pour accueillir la célébration. Les détails nous sont donnés ce 2 décembre par Maneka Hien et Karima Sissé. Voici enfin le visage de la statue de la place de la Nation de Banfora. Un visage dévoilé à l'occasion de la cérémonie inaugurale des infrastructures entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2020. Des infrastructures socio-économiques et culturelles modernes construites par le gouvernement burkinabé et ses partenaires pour le développement de la cité du paysan noir. Ces infrastructures qui reflètent le dynamisme du gouvernement ont été réalisées par l'État avec l'appui de ses partenaires. Ainsi, beaucoup d'efforts ont été consentis en dépit des besoins énormes que nous impose la lutte contre le terrorisme et la pandémie de la Covid-19 pour réaliser dans la ville de Banfora et dans les autres provinces de la région ces infrastructures. Au-delà de la place de la Nation de Banfora, les logements du 11 décembre à Kribina ainsi que les voiries urbaines de Banfora sont aussi à l'honneur. La région des Cascades bénéficie aujourd'hui, dans son ensemble, de l'aménagement et du bitumage de 52,81 km de routes bitumées, dont 42 km à Banfora, 5,71 km à Sendou et 5,10 km à Nyangologo. Dans les villes de Banfora, de Sendou et de Nyangologo, plusieurs dizaines de kilomètres de caniveaux partiellement couverts ont été réalisés pour le drainage des eaux pluviales. Le clou de cette cérémonie inaugurale, c'est la salle polyvalente de Banfora. D'une capacité de 1000 places, cette infrastructure offre un cadre propice pour l'organisation des cérémonies d'envergure. Toutes ces infrastructures ont coûté plus de 30 milliards de francs CFA. Banfora, nous y restons justement pour un tour dans les champs de canne à sucre. 5000 hectares de superficie exploitée par la SN Sosuco pour la production de plusieurs variétés de canne. Les plus privilégiées, celles qui sont résistantes aux attaques parasitaires et moins exigeantes en eau. Le rendement moyen est estimé à 75 tonnes à l'hectare. À la découverte des champs de la société sucrière avec Maneka Hien et Karima Assissé. C'est l'une des attractions sur la RN7 à l'entrée de Banfora. Les champs de canne à sucre de la SN Sosuco. Des champs à perte de vue. 4000 hectares de verdure qui forcent l'admiration. Cette culture de rente au Burkina Faso est unique à la région des Cascades et fait sa particularité. La canne est produite par bouturage. Les boutures sont importées et arrivent ici sur ce périmètre. Un espace spécialement dégagé pour la manipulation des boutures une fois sur place. Quand nous recevons la bouture du SILAB, c'est ici que nous faisons la sélection.
du début à la fin et on élimine au fur et à mesure. Les partenaires qui répondent au mieux, nous les gardons et les crânes qui ne répondent pas à notre situation, et nous les éliminons au fur et à mesure. Les périmètres de la SN Sosuco donnent à voir plusieurs variétés de canne à sucre. Autant de variétés avec autant de cycles et de rendements différents. La sélection des cannes est fonction des teneurs en sucre et des exigences en eau. En priorité d'abord, c'est chercher les variétés qui ont besoin de moins d'eau pour sa croissance. Et ça, c'est parce que nous sommes dans un pays sahélien. Nous sommes obligés d'aller dans ce sens parce que de plus en plus le devient rare, c'est une denrée rare. Alors il faut effectivement aller dans ce sens. Le second point, c'est sur les ennemis de culture. Nous avons quand même suffisamment de problèmes de vers blanc, nous avons des problèmes, de tout petits problèmes commandant. Si la variété ne résiste pas à ces vers blancs et autres, nous sommes obligés de l'éliminer. Nous avons une douzaine de variétés sur le périmètre. Donc les deux premières variétés qui sont des variétés phares, la R570, une variété qui vient de La Réunion, et une deuxième variété, la CO997, qui est une variété qui vient du Brésil. Tous les 4000 hectares sont irrigués. Le système d'irrigation est mis en place pour faciliter la production de la canne à sucre. C'est à partir du 1er octobre on démarre. Octobre, novembre jusqu'à fin juin. À cause de pluie, on arrête, on suspend ça quoi. Et on reprend à partir du 1er octobre. Le domaine de la SN Sosuco est de 10 000 hectares. Si jusque-là, seulement 4 000 hectares sont exploités pour la production de la canne à sucre, c'est surtout dû à un certain nombre de difficultés. Le problème ici, c'est que la canne a besoin de beaucoup d'eau et nous n'avons pas beaucoup d'eau au Burkina en général. Ici aussi, en particulier, bien que ce soit une des zones les plus avancées, nous n'avons pas beaucoup d'eau, puisqu'il faut de l'eau en saison sèche pour irriguer. Il faut de l'eau en saison sèche pour les plaines musicicoles, il faut de l'eau en saison sèche pour tout ce qu'il faut les maraîchers qui exploitent aussi tout autour ici. La main d'œuvre devient de plus en plus rare. Nous avons des herbicides là que nous utilisons. Les herbicides que nous utilisons aujourd'hui, tous les herbicides ne sont pas homologués sur l'espace 6. Donc ce qui cause énormément de problèmes d'acquisition, de fourniture de ces produits que nous avons. Ces difficultés n'ébranlent en rien la détermination des premiers responsables de la SN Sosuco. Il faut à tout prix relever le défi de l'heure afin d'offrir aux populations du sucre en quantité suffisante et surtout de très bonne qualité. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en charge de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et avec vous, ce soir, on parle de la participation justement des Burkinabés de l'extérieur au double scrutin du 22 novembre. Ce fut une première. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme premiers et principaux enseignements? Je vous remercie. Juste pour corriger, déjà, c'était pas pour le double scrutin. Les Burkinabés de l'extérieur ne participaient qu'à l'élection présidentielle. Les enseignements que nous pouvons tirer, je dois dire qu'il y en a beaucoup, mais nous pouvons retenir quelques-uns en attendant que peut-être la CENI, sur le plan opérationnel, puisse aussi faire le bilan. Je dois dire que nous avons, sur ce vote de Burkinabé de l'extérieur, relevé un défi. Et la première leçon que je tire, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, les engagements des hommes politiques, les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Nous avons travaillé avec le leadership donc, du président du FASO à démentir cet adage-là. Il l'a promis lorsqu'il était candidat que les Burkinabés de l'extérieur allaient voter. Ils allaient voter pour choisir leur président en 2020. Devenu président, il l'a réalisé. Donc ça, c'est un premier enseignement. Nous voulons dire que lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on peut. Et deuxièmement, je dois dire que nous pensons que ce scrutin a montré aussi la maturité de la classe politique burkinabé, de la diaspora burkinabé, puisque de ce qui nous revient jusqu'à présent, tout s'est très bien passé. C'est vrai que nous avons lancé à la veille de la campagne un message qui a été, je crois, bien suivi. Nous avons appelé au calme, à la sérénité,
Et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu vent d'incidents qui ont empêché donc le vote. Et ensuite, nous pouvons dire que sur le plan de l'organisation, nous aussi en tant que ministère, nous avons tiré des enseignements, puisque vous savez que depuis 2 ans, nous sommes sur ce dossier-là. Nous avons travaillé à approcher la communauté burkinabé à l'extérieur pour lui permettre d'avoir des documents, notamment la CNIB et les passeports, pour pouvoir voter. Nous allons regarder aussi ce qui s'est passé, puisque les chiffres sont là, pour tirer les enseignements pour les années à venir. D'accord, vous parlez justement de chiffres. La critique essentielle qui a été portée à cette organisation, c'était le nombre infime de Burkinabés le nombre jugé infime, je dirais, de Burkinabés qui se sont enrôlés. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pourriez classer cela dans un échec? Non, nous ne pensons pas que c'est un échec. Comme je vous l'ai dit, c'est déjà une victoire, même si c'est un seul Burkinabé qui avait voté. Puisque la promesse a été tenue, et c'est la première fois, c'est historique. Nous pensons que ce n'est pas un échec parce que, étant donné que c'était la première fois, il y avait beaucoup de scepticisme. Vous savez que ce n'était pas la première fois qu'on promettait aussi. Donc beaucoup ont pensé que cette fois-ci encore, on allait leur faire de fausses promesses. Nous avons tout fait pour les rassurer, et je suis convaincu que dans 5 ans, lorsque nous allons choisir le prochain président du FASO, le nombre sera plus élevé. Ce n'est pas non plus un désintérêt? Il y a dans notre lecture une part de désintérêt parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés aussi qui sont des doubles nationaux, des binationaux, qui ne sont pas forcément tournés vers le pays. Il y a beaucoup qui ont quitté le pays il y a longtemps et donc qui ne se sentent pas intéressés par ce qui se passe au Burkina. Mais aussi, il y a eu part de responsabilité, je dirais, je l'assume, de la classe politique qui n'a peut-être pas accompagné suffisamment la mobilisation et la sensibilisation. Donc je pense que tout cela, mis l'un à côté de l'autre, nous permettra donc d'avancer beaucoup plus sereinement pour les prochains scrutins. D'accord. Alors vous parlez des prochains scrutins. Qu'est-ce que vous envisagez justement à votre niveau pour ces scrutins-là? Oui, le ministère de l'intégration africaine et de Burkinabé de l'extérieur, ensemble avec les autres acteurs, évidemment, va travailler, comme je l'ai dit tantôt, à renforcer les acquis. Nous allons mettre en place un dispositif qui va mieux prendre en compte le volet recensement. Parce que vous savez que pour faire une bonne politique, il faut de bonnes statistiques. Donc nous allons recenser les Burkinabés parce que jusqu'à présent, nous sommes dans des estimations. Et ensuite, je pense que le processus d'enrôlement aussi sera renforcé, sera amélioré pour que tout le monde puisse, lors des prochaines échéances, donc, participer au choix du chef de l'État. D'accord. Alors, merci bien, Monsieur le ministre. Alors, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Paul-Robert Tiendrebogo. Et cet autre sujet qui intéresse et ne cesse de mettre les voyants rouges, il s'agit des violences basées sur le genre avec le phénomène du mariage d'enfants en nette recrudescence. La communauté humanitaire mondiale, pour ce faire, et comme chaque année depuis 1991, décrète 16 jours de sensibilisation intense, un pas emboîté par le Burkina qui fait le choix du site des déplacés de Kaya pour lancer son activisme. Un choix du reste dicté par la vulnérabilité de cette couche du fait des crises sécuritaires et humanitaires. Gérard Sommet et Christine Koulibaly. Lutter contre les violences basées sur le genre, les prévenir, la communauté humanitaire portée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se donne 16 jours d'activisme. 16 jours pour libérer la parole, surtout mettre le doigt sur le phénomène du mariage d'enfants, l'une des violences qui a la peau dure au centre-nord et aujourd'hui aggravée avec la crise sécuritaire et humanitaire. Quand on n'a pas à manger suffisamment et qu'on doit peut-être nourrir plusieurs personnes et qu'on pense qu'en donnant les jeunes filles très précocement en mariage, c'est une façon de diminuer le nombre de personnes à nourrir, donc on peut lier la situation de vulnérabilité à la question du mariage. Le mariage, cette responsabilité de tenir un foyer et de procréer, n'est-elle pas trop lourde pour les moins de 18 ans?
N'ont-elles pas le droit de rêver de leur futur? Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés invite à une introspection individuelle et collective. Nous sommes là aujourd'hui pour nous adresser pas seulement aux femmes, mais aussi à nos frères, à nos pères, à nos leaders, à nos chefs de famille qui très souvent construisent ces alliances sans se rendre compte de l'impact que cela a sur leurs enfants. À travers les 16 jours d'intenses activités de sensibilisation, la communauté humanitaire espère toucher durablement les esprits sur les conséquences de ces violences, sur la dignité des femmes et des filles. La commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida s'invite dans l'actualité ce soir. Le département de pédiatrie du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo abrite ce 2 décembre une campagne de dépistage. Le Burkina s'inscrit dans la dynamique d'accélération de la réponse en vue d'atteindre l'objectif des 3x90 de l'ONU-SIDA. Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Réaliser des tests de dépistage VIH-Sida rapides et gratuits au profit des enfants, c'est le défi que se donne le département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Une initiative placée au cœur de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le secrétariat permanent qui coordonne l'ensemble de la réponse nationale ne pouvait qu'accompagner cette initiative de la société burkinabé des pédiatres. Et donc cette visite ce jour, c'était pour monsieur le secrétaire permanent et le programme au niveau du ministère de la Santé, venir encourager les acteurs et les féliciter. Au titre des difficultés, on note les capacités de prise en charge infantile évaluées au tiers des besoins, mais aussi l'adhésion de certains parents. On demande l'adhésion. On peut avoir des parents qui ne souhaitent pas faire le test, soit peut-être parce qu'ils connaissent déjà leur situation, ou bien ils ont peur des résultats. Mais toujours est-il qu'avec le counseling qui est fait, nous avons pu quand même toucher pas mal de personnes. Le département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo saisit l'occasion pour plaider à un meilleur accompagnement dans la prise en charge des enfants exposés et infectés par le VIH-Sida. Ils ne sont pas en marge de la lutte contre le VIH et se sont même illustrés pour leur engagement. Effort récompensé à la faveur de la commémoration de la Journée mondiale à Boulsa. 8 récipiendaires, dont 3 personnes morales, sont élevés au rang de chevaliers de l'ordre de l'étalon et de l'ordre du mérite. Témoignage avec Césaire Carfo et Ismaël Diloma Sirima. Pour leur contribution au recul du sida au Burkina, ils sont faits chevaliers de l'ordre de l'étalon et chevaliers de l'ordre du mérite. Ils sont 8 à recevoir ces distinctions qui est selon eux la reconnaissance d'un travail d'équipe. Pour le seul récipiendaire du chevalier de l'ordre de l'étalon, cette décoration revient à ses collaborateurs du SPCNLS. Au cours de l'année 2020, nous avons conduit avec l'ensemble des collaborateurs l'élaboration du nouveau cadre stratégique national de lutte contre le VIH, qui est le référentiel national en matière d'intervention pour la lutte contre le VIH. Et surtout avec l'ensemble des collaborateurs, nous avons également coordonné la demande de financement au Fonds mondial qui a pratiquement été validé. Parmi les récipiendaires figurent 3 associations. Elles ont obtenu la médaille de chevalier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. Et nous allons travailler pour accompagner le gouvernement pour qu'on puisse arriver à éliminer le VIH d'ici 2030. Deuxième étape qui est importante pour nous, c'est de travailler à accompagner le gouvernement, vous savez, pour la gratuité de tous les examens biologiques, les traitements. C'est déjà gratuit, mais on va accompagner le gouvernement pour les examens biologiques aussi de la gratuité. Au cours de cette cérémonie, des distinctions ont été faites aux associations et aux structures de santé qui luttent contre la tuberculose. Chaque lauréat a reçu un trophée, une attestation et des sommes d'argent allant de 150 000 à 250 000 francs CFA. Dans un autre registre, on parle appui à des filières porteuses. Sont ciblées celles sur l'huile de graines de coton,
le solaire et le miel. C'est ce qui justifie la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest Volley Burkina. Les membres statutaires du comité de revue se sont retrouvés ce 2 décembre pour leur deuxième session ordinaire. Résumé avec Urbain Benito Somé et Momoni Soubega. Lancé officiellement en janvier 2020, le PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest section de Burkina, a effectivement démarré ses activités en juillet 2020. À cette deuxième session du comité de revue du programme budgétaire secteur privé, les membres statutaires veulent déjà mesurer le chemin parcouru. Cette session, c'est justement pour voir l'état d'exécution du programme annuel budgétaire annualisé des activités et en même temps valider le PTBR 2021 pour que dès le mois de janvier, nous puissions commencer la mise en œuvre des activités. Pour les activités programmées pour cette année, d'ici fin décembre, pour tout ce qui est prévu, nous allons les réaliser. Le PACAO est un programme de l'Union européenne. Il est destiné aux 15 États membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et s'articule autour des projets porteurs. Et particulièrement au Burkina Faso, c'est 3 filières qu'ils ont choisi d'accompagner, à savoir l'huile de graines de coton, le secteur du miel et puis le service du soleil. La mise en œuvre du programme PACAO est prévue pour durer 3 ans. Il est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA, soit 4 milliards et demi par l'Union européenne et 500 millions par la Chambre du commerce du Burkina qui est chargée de son exécution. À l'École nationale des régies financières, c'est plutôt une halte qui est marquée pour un diagnostic de la situation de travail. L'école veut élaborer des référentiels de formation opérationnelle dès la prochaine rentrée. Première étape de la réforme des curricula avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Chargé de la formation initiale et continue des agents de l'administration économique et financière burkinabé, l'ENAREF, l'École nationale des régies financières, marque ici une halte pour réformer ses curricula. 32 ans après sa création, l'ENAREF, suite à un diagnostic de la situation du travail des métiers de l'économie, des finances et du développement, entame depuis Koudougou un processus d'élaboration des référentiels de formation initiale dès la rentrée scolaire 2021-2022 pour être en phase avec les exigences du moment. Les secteurs économiques changent, la manière de dispenser les cours aussi doit changer, le contenu des cours aussi doit évoluer de façon à ce que les agents qui vont sortir de l'ENAREF soient des agents prêts pour s'adapter aux évolutions qu'ils auront constatées, mais également qui sont prêts aussi à être opérationnels parce qu'ils auront déjà depuis l'école compris le milieu dans lequel effectivement le secteur de l'économie et des finances évolue. Tous les 6 secteurs, les 6 filières que nous connaissons vont être touchés en ce qui concerne surtout les contenus des cours, mais également les volumes horaires. Nous allons également accorder plus de temps aux stages pratiques et mieux organiser ces stages pratiques. Les membres du comité technique ici réunis devront identifier clairement et analyser les besoins de formation des administrations partenaires de l'ENAREF pour ensuite mener une analyse des situations de travail par filière et par cycle de façon à déterminer précisément les compétences dont les futurs agents de l'école ont besoin pour l'exécution de leur mission. La pêche et l'aquaculture comme alternative pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À cet effet, un décret instituant la mise en place d'un comité national a été adopté. Pour mieux le faire connaître, les acteurs se sont réunis ce 2 décembre à la faveur d'un atelier. Détail avec Roger Kam et Sekou Zongo. Les acteurs de la pêche et de l'aquaculture du Burkina Faso s'approprient des documents et stratégies pour le développement des productions halieutiques et aquacoles. Les documents consignés dans le décret instituant le Comité national de la pêche et de l'aquaculture, ici vulgarisés. C'est la première session, donc il va s'agir essentiellement déjà de permettre aux acteurs de s'approprier
déjà donc des attributions de ce comité. Ça servira donc de cadre de vulgarisation également donc de ce comité. Et également au regard de ces attributions, nous allons discuter des questions également d'actualité qui concernent le sous-secteur, notamment les problématiques de financement de ce sous-secteur. Et il y a également les questions institutionnelles également qui pourront être débattues par les acteurs. Pour répondre à la politique nationale du consommant burkinabé, le Burkina Faso est accompagné par des partenaires qui partagent la vision. Pour cette journée, la prise en charge, je dirais, technique et financière a été assurée par la CEDEAO et la FAO. Et derrière tout ça, il y a un appui également de l'Union européenne qui est très important. Donc tout ceci fait partie de la gouvernance de la pêche, pouvoir réunir les acteurs tout ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix et avoir une représentation unique au niveau de la CEDEAO, ce qu'on appelle le PANIPAO. En plus de la vulgarisation du Comité national de la pêche et de l'aquaculture, il est attendu de cette session inaugurale une forte implication des acteurs non étatiques afin de faire du sous-secteur de la pêche un levier de développement du monde rural. Je vous le disais en titre, c'est l'opération coup de poing dans la ville de Bobo avec la saisie d'une centaine de taxis. Faire reprocher aux conducteurs l'utilisation du gaz butane comme source d'alimentation des véhicules quand on sait le degré de dangerosité que cela représente. Témoignage avec une de nos équipes ce 1er décembre aux côtés de la police municipale, Lamina Karantao et Kadourou Menki. La cour de la police municipale de Bobo-Dioulasso transformée en un parc de taxis. Une centaine de taxis saisis, tous pour cause d'utilisation du gaz butane comme source d'alimentation des véhicules. Ce qui n'est pas sans risque sur la santé des populations. Nous avions vu récemment une situation qui s'est passée au niveau de Ouagadougou. Nous n'allons pas attendre que ces problèmes nous arrivent ici avant de commencer à sensibiliser. Nous avons engagé cette action pour sensibiliser. Mais la sensibilisation ne veut pas dire que nous n'allons pas les sanctionner. Au moins 2 bouteilles de gaz constatées à l'arrière de chaque véhicule. Autant de risques encourus par ces acteurs du transport urbain, nous sans en être conscients. Bobo ici, je peux dire qu'à majorité, c'est les gaz. Voilà, ce qui est là, le gazole qui est là, c'est 1-1, on peut compter. Quand le fer est chaud, le gaz peut enflammer, c'est ça, non? Voilà. Donc, bon, nous, en tout cas, nous roulons avec les risques. C'est pas bon, mais on n'est pas le choix, il n'y a pas marché. Sinon, si ça marchait là, qui veut rouler gaz? Personne ne veut pas rouler gaz. Parce que souvent, quand le taxi commence à pourrir là, il y a des façons qui rendent si toi-même, ça te rend malade. Pour le conducteur de taxi et policiers semblent entretenir un dialogue de sourds, tandis que les uns crient à la cherté de la vie et en appellent à la providence de l'État. Les autres envisagent l'application rigoureuse des textes en vigueur. Nous restons à Bobo pour le recyclage des objets délaissés comme moyen de lutte contre la pollution. C'est aussi une passion pour Mohamed Ouedraogo, peintre et ingénieur génie civil de formation. Des mois de travail et voici exposé à l'Institut français des œuvres d'art au grand bonheur des amoureux et des curieux. Visite guidée avec Hassan Gourabou et Kadou Romen Aki. Le temps. C'est le titre d'une exposition artistique qui dépeint entre autres l'amitié et la solidarité. Des images de tout genre, faites à base d'objets de récupération, immortalisés par ce peintre et présentés ici au public au cours d'une cérémonie de vernissage. Derrière ces matières délaissées, il y a toujours une parole qui est là, toujours un message que je véhicule. Voilà, donc qui prône plus sur la solidarité, l'union, le social. Ça a été un plaisir pour moi, ça a été une passion pour moi de rentrer, de chercher dans tout ce qu'on jette. Pourquoi la pollution et si on essayait de chercher ensemble une solution pour cette pollution. Cette exposition d'art plastique permet à Mohamed Ouedraogo de redonner vie à des objets abandonnés. Et c'est à cœur joie que les visiteurs admirent ces chefs-d'œuvre. Il y a des messages très forts qui véhiculent à travers ces œuvres. Au niveau couleur, au niveau
compositions. Et déjà, c'est des œuvres quand même assez parlantes quand même. C'est une exposition qui présente des œuvres réalisées uniquement avec des matériaux recyclés. Donc des canettes, des sachets plastiques qui sont tressés avec des collectifs de femmes. Et puis ensuite qui sont agencés en fonction de leur couleur sur la toile pour en faire soit des personnages, soit des paysages réels ou imaginaires. Du 28 novembre au 19 décembre 2020, les amateurs et les fans de l'art plastique sont invités à faire un tour à l'Institut français de Bobo Dioulasso pour apprécier le talent de cet artiste. Nyangoloko, en fait, 4 de promotion de la culture, c'est une manifestation qui favorise la cohésion sociale entre populations de la cité de Santa et celle des Cascades. Elle est initiée par l'Association pour les réveils culturels et citoyens depuis maintenant 5 éditions. Le compte rendu de Kassoum Milogo et Ali Traoré. De la fanfare avec les majorettes de la cité de Santa pour accueillir les autorités. Bienvenue à Nyangoloko en fait. Véritable cadre d'expression culturelle et de cohésion sociale, cette manifestation contribue fortement à l'épanouissement des populations, mais surtout au développement de cette localité. Nous voulons voir comment on peut faire quelque chose pour notre localité, comment on peut entraîner les frères et les sœurs, afin que quelque chose nous canalise tous et mobiliser toutes les énergies afin qu'on mette en avant que cette ville. Et Dieu merci, le pari a réussi. Et depuis lors, là, nous sommes là, c'est ce que nous visons. Quand nous disons arc, c'est-à-dire arc, derrière l'arc, c'est l'arme de guerre. C'est-à-dire que quand on utilise un arc, c'est-à-dire qu'on utilise des flèches, mais derrière tout ça, il y a une cible qu'on vise. À travers des sketchs qui sensibilisent sur le Covid-19 et la santé de la reproduction, et des prestations d'artistes. Cette manifestation a tenu en haleine le public qui a sa cause. Par ces temps qui courent, la culture reste le seul ressort sur lequel nous pouvons bâtir des nations sûres, des nations fortes. Et de ce point de vue, le gouvernement tenait à féliciter, à encourager et indiquer clairement aux promoteurs de ce grand festival dans cette belle partie de notre pays que le gouvernement va toujours être à leur côté. Pour cette 5e édition, Nyangoloko en fait se tiendra durant une semaine sur son propre site. Preuve que l'association pour le réveil culturel et citoyen, initiatrice de cette manifestation, a fait un pont en avant. Et c'est ce qui referme votre 20h. Merci de nous avoir suivis et à demain Dieu voulant. Bonsoir.